Bonjour chers amis, nous allons examiner aujourd'hui au Sénat une loi pluriannuelle concernant la recherche. Ça devrait être un grand moment de débat démocratique dans notre pays et là c'est une occasion manquée, voire même des menaces qui se profilent pour l'avenir. D'abord, je suis frappée de voir que la recherche devrait être un des éléments d'attractivité de la France, puisque ce n'est pas avec des stratégies seulement de salaire à bas coût qu'on va pouvoir redresser notre industrie et notre économie. Il y a besoin de certains emplois non qualifiés, mais il y a aussi besoin d'être à la pointe de l'innovation et de la recherche. Qu'est-ce qu'on observe? C'est que sans arrêt, on a des grands débats avec le patronat sur la compétitivité, il faut réduire les cotisations, etc. On nous compare sans arrêt à l'Allemagne, en oubliant un point primordial. La France est affaiblie en moyens dégagés pour la recherche, alors même que des grands pays comme l'Allemagne ne font qu'accroître leurs efforts. Et c'est essentiel pour notre avenir de redresser la barre. Ce n'est pas ce qui est fait. Je voudrais d'abord vous dire à quel point nous avons accumulé du retard. Nous étions parmi les tout premiers en matière de recherche au niveau mondial en 90. Nous étions au 2e rang et nous sommes au 12e rang. Recul par rapport à des objectifs. Alors là, des objectifs, on en a sans arrêt. L'objectif annoncé depuis des années, c'est d'avoir 3% du PIB de la France qui soit consacré à la recherche. C'est d'ailleurs l'objectif dit de Lisbonne. Eh bien, nous sommes à des années-lumière, puisque depuis les années 90, nous sommes autour de 2,5-2,6% de nos moyens consacrés à la recherche. Et pire, on a encore baissé entre 2014 et 2017. Bravo Hollande, bravo Valls. On est dans un mécanisme où le projet de loi qui nous est proposé ne va pas permettre de rattraper les rues. Mais surtout, il y a un deuxième objectif qui est très important, c'est de mettre 1% du PIB pour la recherche publique française. Nous sommes loin du compte. Et la loi de pluriannuelle, malgré les 25 milliards annoncés, ne va pas résoudre ce problème. Pourquoi? D'abord parce que les 25 milliards s'est étalé sur 10 ans. Et comme par hasard, le gouvernement met le gros de l'effort dans les dernières années, c'est-à-dire demain j'aurai gratis, et on sait très bien qu'il y aura encore, comme d'habitude, des couperets budgétaires. C'est maintenant, ici et maintenant, qu'il faut mettre massivement des efforts. Ça va être un des éléments du débat, de réduire dans le temps les 25 milliards et de mettre la gomme et le paquet de rattrapage sur les premières années. Deuxième grand sujet qui est posé, c'est la nature même de l'emploi des chercheurs et des emplois scientifiques en France. On sait que nous avons aujourd'hui un retard considérable de recrutement, mais surtout on prend de moins en moins d'emplois stables. Or, un chercheur a besoin d'une certaine stabilité. Il a besoin d'inscrire dans la durée les travaux qu'il inscrit. Il n'a pas besoin de se sentir menacé tous les quarts d'heure ou tous les 2 ans. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles une partie de nos chercheurs, toujours très brillants, parce que nous avons toujours des chercheurs très brillants, sont tentés de partir à l'étranger, ça aussi avec leur rémunération. Statut instable. Et le projet de loi, qu'est-ce qu'il propose? Plein de contractuels. Développer essentiellement les contractuels et ne pas valoriser les emplois stables. Pas assez d'emplois créés, contractualisation. C'est la logique libérale et la logique anglo-saxonne. Prenons un troisième exemple, c'est ce qu'on appelle l'Agence nationale de la recherche, qui est celle qui donne les crédits pour les projets de recherche. Alors là, qu'est-ce qu'on nous explique? On nous explique qu'on va augmenter les crédits de cette agence, mais qu'on ne va rien faire pour stabiliser les coûts de fonctionnement classiques des laboratoires. Et l'essentiel de la recherche va se faire à travers de ce qu'on appelle des appels à projets. Alors là, bonjour la bureaucratie. On a reçu des témoignages et des témoignages de chercheurs français qui expliquent, qui font des tas d'appels d'offres de recherche, que le taux d'appels d'offres qui sont retenus, vu qu'il n'y a pas assez de crédit, est très faible, que ça leur prend un temps considérable, tant qu'ils ne peuvent pas consacrer à leur mission principale, celle de la recherche. Et là, on retrouve le même genre de délire que ce qu'on a vu pour l'hôpital, pour l'école publique, etc.
c'est-à-dire les hauts fonctionnaires, les grands technos, inspirés d'une logique libérale et anglo-saxonne, savent mieux que les acteurs directement concernés, ceux qui font réussir les objectifs et les missions, ils savent mieux qu'eux et ils vont à contre-courant de ce qu'ils demandent. L'ensemble de la communauté des chercheurs et des scientifiques français demande au contraire qu'on stabilise avec un haut niveau renforcé le fonctionnement de leur laboratoire et pas des appels à projets. Un exemple, eh ben, les fameux Covid, là, les fameux coronavirus, eh ben, dans les appels à projets, ce n'était pas les priorités. Alors tous les laboratoires qui faisaient un travail constant sur le coronavirus, peu de crédit. Et maintenant, on s'étonne avec le Covid de ne pas être suffisamment prêt, au moins en termes de recherche. Tout ça pour vous dire qu'évidemment, les appels à projets peuvent être utiles pour des choses supplémentaires, complémentaires au travail de base qui doit être fait par nos laboratoires. Voilà quelques exemples majeurs de ce qui est prévu dans ce projet de loi et qui est dangereux. Et puis il y a ce qui n'y est pas. On n'a pas de vision globale de la stratégie de recherche française. On doit avoir une pensée, un peu une vision d'ensemble, puisqu'on parle de planification. Voilà un bon sujet de planification dans la durée. C'est d'une part d'avoir la recherche publique, d'autre part la recherche privée. Et la recherche privée, en France, elle est massivement financée. On est un des pays qui finançons le plus la recherche privée au monde. On est au deuxième rang là-dessus, à travers notamment le crédit impôt recherche. Alors, des fois, il est très utile, ce crédit impôt recherche. Mais dans d'autres cas, il va dans des secteurs qui ne sont pas les plus nécessaires. Je rappelle que seulement 30% de la recherche ne va pas, par exemple, vers l'industrie. Et surtout, il n'y a pas de contrepartie. Des grandes boîtes peuvent prendre le crédit impôt recherche et délocaliser leur recherche-développement très rapidement. Et enfin, on devrait avoir un débat. À quoi il sert ce crédit? Comment on vérifie qu'il correspond aux besoins prioritaires du pays et que ce n'est pas des effets d'aubaine pour des prédateurs dans notre pays. Il y aura un autre sujet à aborder qui est celui de la recherche européenne, car nous sommes pour la collaboration en Europe, mais faut-il encore que ce soit plus la collaboration des laboratoires qui soit favorisée plutôt que la concurrence entre laboratoires. Parce que justement, quand il s'agit de la connaissance, de l'innovation, eh bien, il n'y a pas de certitude qu'à l'instant T, le marché, la concurrence va être le meilleur outil d'arbitrage. Voilà, donc on est dans un sujet majeur pour notre avenir, que le gouvernement contourne en ne prenant que la question de la recherche publique, et encore, ni la recherche agricole, ni toute une série de secteurs qui dépendent du ministère, comme par exemple le spatial, sans parler de la défense. Et donc, on a une vision très restreinte d'un projet pluriannuel qui est loin des ambitions nécessaires et des engagements budgétaires nécessaires et qui, au contraire, bascule vers un modèle anglo-saxon qui n'a pas fait la preuve de son efficience ailleurs et en tout cas totalement inadapté à notre culture scientifique dont nous n'avons pas à rougir.